Donc merci à tous pour d'être présents sur cette deuxième journée. On est un peu moins nombreux, mais on va aller un peu plus dans le détail des sujets. On a découpé la journée en modules. L'idée, c'est que ça soit interactif. Donc 3 quarts d'heure par module, avec une demi-heure à peu près de présentation avec un binôme et un quart d'heure de questions-réponses. Donc j'espère que cette journée sera riche et qu'on va permettre d'aller au fond des sujets. Il n'y aura pas nécessairement toutes les réponses aux questions auxquelles vous vous posez, parce que certaines, on les cherche encore. On voit que les sujets sont complexes, mais voilà, on va essayer. Donc pour commencer, je vais remercier à Mélodie et à Florian de nous parler d'un sujet qui fait le cœur de l'actualité, qui est la problématique du tiers investisseur, du tiers financeur, selon la terminologie, on verra comment on l'appelle, qui est une mesure en fait sur laquelle normalement on aurait dû, c'était la seule mesure du plan Place au Soleil annoncé par Le Cornu en début d'été, et on a malheureusement eu la désagréable surprise dans le courant de l'été que la DGEC avec Bercy nous disent oui mais c'est pas si simple et finalement ça pourrait être remis en cause. Donc voilà, c'est le sujet du moment politique de notre rentrée. On va essayer avec l'analyse de convaincre que non, il ne faut pas que ça soit remis en cause et que ça soit un accélérateur de transition énergétique. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser les collègues intervenir pour leur demi-heure de session et puis après on aura questions-réponses. Merci à vous, bonjour à tous, bonne session à tous. Alors on va voir lesquels est le plus agréable. Est-ce que vous entendez aussi bien des deux? Allez. Non, je vais rester avec ça. Non, je ne vais pas rester avec celle-ci. Si? Je vais rester avec celle-ci. Je me présente, Mélodie de Lipine, l'association ESPUL. Où est-ce qu'on est? Voilà. Et Florian Ferjou qui se présentera juste après. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association ESPUL, nous sommes une association de loi de 1901, fondée en 1992 pour réaliser la première installation photovoltaïque raccordée au réseau de France, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui est une petite installation d'1 kW crête. Aujourd'hui, ESPUL a de nombreuses activités, mais dans ces activités, on anime le Centre de ressources nationales sur le photovoltaïque, qui a comme vitrine le site web photovoltaïque.info, que certains d'entre vous ont peut-être rencontré. Et dans l'alimentation de ce site web, de cette information, on participe activement dans l'ensemble des instances de concertation, État, EDF, Enedis, etc. Du coup, on travaille activement ces sujets. En parallèle, on a une activité d'accompagnement de certains maîtres d'ouvrage sur des projets en autoconsommation individuelle, tiers investisseurs, collectifs, un peu de tout. Notamment, on avait accompagné l'installation à Biocop Mélès qui tourne depuis quelques années maintenant, réalisée par Enercop avec Énergie Partagée et autres en investissement. Voilà. Avec Florian, nous allons vous parler aujourd'hui de l'autoconsommation individuelle avec ou sans tiers investisseur. Moi, Florian a tiré la courte paille, donc il va vous parler avec tiers investisseur, le sujet complexe et difficile aujourd'hui. Moi, j'ai le rôle beaucoup plus simple de vous parler d'autoconsommation individuelle en nom propre. Et on va commencer avec quelques définitions, mais je vais laisser Florian se présenter en premier. Merci Mélodie. Juste quelques présentations pour vite qu'on aille au cœur du sujet. Donc, Florian Ferjou, je suis avocat au cabinet Gossement. On a la chance et le plaisir de travailler souvent avec Enerplan. On anime la commission juridique. On traite les questions d'actualité essentiellement depuis l'autoconsommation, c'est depuis 2017 qu'on fait régulièrement des points avec Enerplan sur ce sujet-là. C'est toujours intéressant, on dialogue avec les professionnels et on a des retours que nous, juristes, on ne voit pas forcément dans les dossiers et c'est toujours un plaisir. Donc, à titre personnel, je vous invite tous, pour ceux qui ne sont pas forcément des habitués, à vraiment suivre cette commission et les autres qu'anime Enerplan. Et en tout cas, nous, au cabinet Gossement et moi en particulier, on anime régulièrement cette commission. Voilà. Merci. Alors on va commencer avec les bases, avec quelques définitions. Avant que j'ai juste un petit lever de la main, tous ceux qui ont lu les différentes parties du Code de l'énergie et des circulaires, arrêtés, décrets sur l'autoconsommation. Une partie, mais pas tout le monde. Très bien, ça veut dire que
et il y en a qui vont apprendre. C'est parfait. Alors, l'autoconsommation est depuis quelque temps définie en loi. Pas forcément la meilleure définition d'un technicien, mais une définition légale quand même. Donc l'autoconsommation individuelle, c'est le fait pour un producteur de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. Le lui-même et sur un même site, c'est fondamental parce que c'est de là qu'intervient l'idée que c'est pas suffisant, on va pouvoir faire du tiers investisseur ou de l'autoconsommation collective pour autoconsommer soi-même sur un autre site. Donc on a plusieurs éléments dans cette définition très importants. La loi définit aussi l'autoconsommation collective. On ne va pas aller sur ce sujet un petit peu, mais pas trop. Mais c'est pour dire que, à l'inverse de l'autoconsommation individuelle, c'est on en a plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs sur un même poste public de distribution terme qui risque d'évoluer, mais on a la notion de plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Et on n'a plus sur un même site, on est sur un périmètre. Donc la définition, elle est très importante parce que les modalités contractuelles de ces projets vont dérouler de ces différentes définitions. Alors, qu'est-ce qu'un même site? C'est un terme qui est apparu pour la première fois dans les projets des arrêtés tarifaires en 2015-2016, longtemps avant qu'il soit publié, qui est apparu dans les décrets, qui n'est pas vraiment une définition tout à fait satisfaisante. Ce qu'il faut savoir qu'on a testé des définitions dans l'appel d'offres autoconsommation, où on explique qu'un même site peut englober plusieurs occupants. Donc on a commencé à avoir des éléments, un même site, ce n'est pas juste un seul point de livraison. Donc voilà, c'est une notion qui a besoin d'être explicitée, on n'y est pas encore, mais c'est aussi important. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que la notion d'autoconsommation individuelle hors appel d'offres n'est pas le même que autoconsommation individuelle dans le cadre des appels d'offres autoconsommation. Les appels d'offres ont depuis longtemps et continuent à être un terrain sur lequel la CRE peut expérimenter certaines notions avant de les passer dans la pratique générale. Et d'ailleurs, dans l'appel d'offres autoconsommation, c'est là où on a une autorisation de faire du tiers investisseur en premier. Alors, on revient aux questions du site. Sur le même site, doit être situé dans le même bâtiment, sur la même parcelle cadastrale ou sur le même site d'activité. Donc, vous voyez, ce n'est pas très précis, hein, mais ce n'est pas lié au point de livraison. C'est une notion plus ou moins géographique. Alors que l'autoconsommation individuelle, en dehors des appels d'offres, c'est vraiment lié à une notion de unicité du producteur, du consommateur et son lieu de consommation. Alors, il y a d'autres termes qui sont plus récents encore. Pendant longtemps, on parlait d'autoconsommation. Est apparu un nouveau mot, autoproduction. On en a commencé à en parler dans le groupe de travail il y a quelques années, mais cette notion a été reprise par Enedis, par le gestionnaire de réseau, et c'est très important parce qu'il fait la distinction entre l'autoconsommation, c'est quand on consomme la totalité de sa production et qu'on n'injecte pas sur le réseau, et l'autoproduction, c'est quand on consomme une partie de la production, mais on a des excédents et on utilise les réseaux pour les évacuer. Donc autoconsommation, autoproduction, une différence entre les deux. On peut être autoproducteur individuel sans injection, ça revient à l'autoconsommation. Pour la facilité, nous, à Espul, on a tendance à utiliser les deux termes pour les séparer entre les deux. Pour l'anecdote, pendant des années, on avait des problèmes de discussion avec l'ensemble des acteurs parce que les uns disaient autoconsommation et entendaient avec la possibilité d'injecter des surplus, et les autres disaient autoconsommation. On disait mais c'est exclusif, on consomme le tout. Donc le dialogue n'était pas facile, d'où l'importance des termes. Voilà. Donc ça, c'est la délibération du décret du juin 2018, qui a plein de choses dedans, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur définition de autoproducteur individuel avec injection et sans injection. Alors,
C'est un petit peu technique, mais c'est indispensable. Les schémas de raccordement au réseau, c'est de ces schémas qui découlent tous les dispositifs contractuels pour l'autoconsommation. Et juste, j'ai pas l'heure. Excusez-moi, je ne veux pas utiliser tout le temps de Florian. 3 minutes, c'est ça? Non, on a commencé en retard. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que il faut savoir qu'un producteur qui autoconsomme sa production, il a l'installation de production du côté privé du point d'injection au réseau, de son compteur Enedis. Tout ce qui est derrière le compteur lui appartient. Il y a une seule exception à ça, il y a 2 exceptions, c'est quand on est en raccordement indirect, on ne va pas y aller, et dans le cadre des appels d'offres créés, qui laissent une possibilité de faire autre chose, mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été réalisé. Voilà. Donc, l'autoconsommation individuelle, c'est quand on a une seule entité juridique derrière le compteur. À partir du moment où on a une multiplicité d'entités juridiques, on est de suite dans l'autoconsommation individuelle avec tiers investisseurs, même si, par exemple, on a le point de livraison est sur un bâtiment qui a un propriétaire et un locataire dedans. Le point de livraison, il appartient au locataire. Et même si c'est le propriétaire qui investit dans l'installation photovoltaïque, il n'est pas l'entité juridique qui a le jouissance du point de raccordement. Donc on n'est plus dans l'autoconsommation individuelle. Et c'est une distinction qui est extrêmement importante, qui est très impactante, par exemple, dans le domaine des grands commerces, des grandes surfaces, où il y a en général une séparation d'entités juridiques. Des filiales de la même entreprise, pourquoi pas, mais c'est quand même pas la même entité juridique. Oups. Je vous disais une petite exception dans les appels d'offres de la CRE où on peut avoir une obligation de comptage, un deuxième point de comptage dans le domaine privé parce qu'il y a une obligation de comptabiliser la part autoconsommée. Et donc ça ajoute une petite obligation supplémentaire, ça ne change pas le fait quand on fait en autoconsommation individuelle. Alors, venons au point. Être producteur photovoltaïque, ce n'est pas quelque chose de tout à fait simple aujourd'hui en termes de contractualisation. Là, je vous parle que la contractualisation pour le raccordement au réseau et le vente, mais je pourrais vous dire 2 mots derrière pour tout ce qui est lié à l'exploitation, aux préparations de projets, parce que c'est juste une seule partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en autoconsommation, c'est-à-dire autoconsommation individuelle, sans injection des surplus, en toute petite puissance, donc quand on parle de BT, c'est basse tension, inférieure à 36 kVA. Ça ne préjuge pas de la puissance de l'installation, c'est la puissance du raccordement. Ça nécessite d'avoir une convention d'autoconsommation sans injection, CACSI, avec le gestionnaire de réseau, et un contrat de fourniture avec son fournisseur d'électricité pour la consommation. En général, à ces puissances, on a ce qu'on appelle un contrat unique, un CE. Quand on devient autoproducteur, la contractualisation se complexifie un petit peu parce qu'on ajoute à ça, alors moi j'ai noté un CRE, un CRE, aujourd'hui c'est un CAE, un contrat d'accès et d'exploitation, contrat d'accès et exploitation au réseau, j'ai le terme juste après, excusez-moi. C'est un changement qui s'est opéré au mois de juillet, donc c'est très récent, qui permet l'accès au réseau. Et puis on doit contractualiser derrière avec l'acheteur, soit dans le cas de l'obligation d'achat, soit en gré à gré. Si, dans tous les cas, que ce soit avec l'obligation d'achat ou avec un acheteur en gré à gré, on doit aussi contractualiser avec un responsable de périmètre d'équilibre. Alors là, je vais vous poser une question piège. Qui est-ce qui sait ce que c'est le responsable du périmètre d'équilibre? Pas de point pour Richard, il doit... Ni pour les ex-salariés d'Espul. Bon, le responsable d'équilibre, c'est un organisme qui garantit à tout instant que comptablement, il y a un équilibre entre la production et la consommation en France. Il y a plusieurs responsables d'équilibre. Ils ont chacun un périmètre. Le périmètre, ce n'est pas géographique, c'est lié à au point de livraison, le nombre de consommateurs producteurs. Toute injection doit être attachée à un responsable d'équilibre pour s'assurer qu'à tout moment, il y a un équilibre entre la production et la consommation.
D'où l'importance d'avoir cet rattachement aussi. Quand on passe en obligation d'achat, pour les petites puissances, c'est un rattachement d'office, c'est un accord entre EDF, acheteur et Enedis. Quand on est en vente en gré et gré, il faut trouver le vendeur d'abord et il faut lui demander est-ce qu'il accepte qu'on se rattache à son responsable d'équilibre et sinon il faut en trouver un autre. Et là ça devient compliqué parce qu'un service payant pour les petites puissances, c'est compliqué. Donc le dispositif contractuel se complexifie un petit peu. C'est la dernière. On passe à Florian. Et pour le supérieur 36, alors je ne vais pas vous montrer celui-là, je vais peut-être vous montrer celui-là. Non, vous ne pouvez pas le lire, c'est trop petit. Si, c'est le plus à jour. Enedis a beaucoup travaillé et quelque chose qui n'existait pas il y a quelques mois, l'année dernière, c'est que l'autoproducteur peut rester en contrat unique aujourd'hui, qui veut dire qu'il n'y a plus une obligation d'avoir un contrat d'accès au réseau en soutirage, un contrat d'accès en production, plus l'acheteur. Cela étant, il faut quand même une convention d'exploitation qui va être établie avant la contractualisation de la vente. Il faut un contrat d'accès au réseau. Il faut la convention de raccordement aussi, qui est quelque chose qui est établi bien avant qu'on se raccorde au réseau. Donc, la gestion de l'ensemble de ces différents contrats doit se réaliser le plus en amont des projets parce qu'ils vont impacter sur les choix techniques qui vont être imposés au projet, notamment de conventions de raccordement. Cette graphique, cette petit tableau, il n'est pas encore à jour, mais il sera à jour cette semaine sur le site web photovoltaïque.info. Il vous permet de vérifier que vous n'avez pas oublié une étape dans la contractualisation. Juste un dernier mot, ça c'est juste l'accès au réseau et la contractualisation de la vente. On n'en a pas parlé, mais sachez derrière qu'il y a l'assurance, la responsabilité civile, le perte de recettes, le contrat avec le mainteneur. Enfin, il y a tout un autre tas de choses qui sont à rédiger. Et du coup, quand on est producteur photovoltaïque en vente totale ou autoproduction ou autoconsommation, l'accompagnement de votre service juridique n'est pas du tout un luxe. Mais merci beaucoup, Mélodie. On va essayer. Ah, ça, c'était. Je vais passer aussi une petite photo aussi. Je vais vous parler plus précisément à titre individuel du tiers investisseur, ou plutôt on va essayer de parler ensemble de l'intervention d'un tiers, on va dire, dans une opération d'autoconso individuelle et un petit peu aussi collective. On verra pourquoi, on en parlera. On va dire que c'est une notion qui est en mouvement aujourd'hui. J'ai choisi comme point de départ le plan Soleil, résultant des groupes de travail qui se sont succédés au début de cette année-là. Et avec cette conclusion que l'on trouve dans le plan Soleil de Le Cornu, avec une mesure phare pour le développement de l'autoconsommation, si on a bien une à retenir, ce serait celle-ci, qui est de faciliter le financement des projets d'autoconsommation individuelle et collective en rendant possible le tiers investissement. On peut appeler ça un engagement qui reste assez large dans ses définitions. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On va essayer de voir un peu et puis on va essayer de répondre à vos interrogations là-dessus, puisqu'il y a un travail qui est fait en ce moment entre les syndicats professionnels et l'État sur cette définition-là, de cet engagement-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est ça, c'est qu'on est dans une thématique, le tiers, l'intervention du tiers dans l'autoconsommation, qui peut évidemment faciliter le modèle de l'autoconsommation, et en l'occurrence celui de l'autoconsommation individuelle, qui est vraiment un facilitateur qui doit être beaucoup mieux déployé. Et pour mieux le déployer, il faut évidemment que les cadres juridiques et économiques suivent derrière. Alors, comme tout juriste, la première problématique qu'on se pose, c'est la définition. Il y a beaucoup de débats autour de... Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de débats, mais peut-être beaucoup d'utilisation du terme tiers investissement qui ne sont pas forcément celles à laquelle les acteurs pensent, que l'État pense, ou que même on peut penser au niveau du grand public. Quelques notions pour bien pouvoir vous éclairer. Dans les textes juridiques, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais on trouve quand même
Hein, je vous l'ai mis ici, c'est une définition, non pas du tiers investisseur, mais plutôt du tiers financement dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce qui est important de voir, c'est le degré de l'intervention du tiers. Qu'est-ce qui se passe quand il intervient dans une opération, en l'occurrence une opération d'autoconsommation, et à quel moment on va pouvoir dire, au sens large ou au sens strict, c'est du tiers investissement, ou alors, ah non, c'est juste une intervention d'un tiers, ou alors c'est du tiers financement. Aujourd'hui, dans le cadre de l'autoconsommation individuelle, il y a une intervention d'un tiers. On aura l'occasion d'en reparler rapidement au niveau des modalités contractuelles qui vont suivre. Mais cette intervention, est-ce qu'on peut l'appeler tiers investissement? Pas forcément. Ce qu'il faut retenir pour bien distinguer la différence entre tiers financement et tiers investissement, c'est que le tiers financement, on va dire que c'est l'autoconsommateur qui assume le financement de son installation, même s'il passe et qu'il doit passer par un emprunt bancaire. Et le tiers investissement, c'est vraiment, on prend en charge, le tiers prend en charge cette charge financière à lui, et le consommateur a en principe rien du tout à avancer pour avoir son installation sur laquelle il va pouvoir soutirer et autoconsommer. Évidemment, après, le tiers investisseur, lui, va pouvoir se rémunérer sur la vente de l'électricité. Donc s'il y a vraiment une différence qu'on peut faire dans les définitions, et c'est important de savoir, hein, quand on demande au ministère « je veux un tiers investisseur dans l'autoconsommation », s'entendre sur vraiment ce que c'est. Et s'il y avait vraiment une distinction à faire entre tiers financement, intervention d'un tiers d'un côté, et tiers investissement, c'est le tiers investisseur, le tiers prend en charge toute la construction, maintenance, etc. Et en revanche, il y a vraiment une vente d'électricité entre le tiers et l'autoconsommateur. Je vous ai mis aussi, dans le cadre des définitions, un article 21 de la proposition de directive sur la promotion des énergies renouvelables. C'est un texte qui n'est pas encore définitif parce qu'il n'est pas publié, cette directive, mais tous les arbitrages ont été faits, les institutions de l'Union européenne se sont mises d'accord, donc on est sur un texte abouti. C'est une traduction non officielle parce que, évidemment, les services de la Commission et de l'Union européenne n'ont pas encore publié dans toutes les langues cette directive, qui n'est toujours pas publiée de toute manière. Et on voit qu'ici, on a un rattachement de l'autoconsommation individuelle à une intervention d'un tiers qui peut être particulière. Est-ce que c'est du tiers investissement? Est-ce que c'est du tiers financement? On peut se poser la question, mais en tout cas, il y a les notions comme le tiers peut être propriétaire, le tiers peut gérer, le tiers peut entretenir l'installation. Donc, c'est important de bien mêler les concepts, le degré d'intervention du tiers à l'intérieur des notions à la fois de tiers investissement, de tiers financement. Je vous rappelle, l'important dans le plan Soleil, c'est qu'il parle bien de tiers investissement, et l'idée aussi auprès de l'État et des différentes directions avec qui les syndicats discutent, c'est que le tiers investissement, ça veut vraiment dire quelque chose, ce n'est pas seulement du tiers financement. Je vais faire un point aujourd'hui sur ce qu'on peut avoir comme intervention d'un tiers dans le cadre de l'autoconsommation individuelle et collective, juste pour en parler, pour voir un peu les différences. Et puis on va voir aussi comment on va pouvoir demain, avec le plan Soleil, voir comment on peut, dans les relations juridiques contractuelles qu'on peut avoir dans un schéma d'autoconsommation, avoir ce tiers investissement et quelle forme ça peut prendre, quelle forme en tout cas on peut tendre vers. Alors, premier point alors c'est pas vraiment du tiers investissement aujourd'hui en autoconsommation individuelle qu'on peut faire, c'est plutôt une intervention d'un tiers qui nous aide en tant que consommateur, à faire de l'autoconsommation individuelle. Donc je passe les contrats relatifs au réseau, il peut y avoir aussi des contrats relatifs au foncier, etc., etc., mais plutôt directement en relation directe, spécifique entre le tiers et l'autoconsommateur. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autoconsommation individuelle, on a un principe d'unicité entre le consommateur et le propriétaire, et on a aussi le lien, le fait que l'autoconsommateur doit être propriétaire de son installation. Donc évidemment, on va avoir une intervention d'un tiers qui est limitée. Et elle existe, on le voit dans l'installation, dans la maintenance, dans la gestion. Ça, il n'y a pas de difficulté juridique par rapport à cela. Mais en revanche, aujourd'hui, je ne vous parle pas de l'après-plan Soleil, on verra ça un tout petit peu après dans très peu de temps. Mais aujourd'hui, on est dans ce schéma-là et on ne peut pas avoir, dans l'autoconsommation individuelle, de vente directe d'électricité, puisque sinon,
on bascule dans l'autoconsommation collective. Alors évidemment, vous allez me dire, l'enjeu évidemment de rester dans l'autoconsommation individuelle, c'est d'éviter les barrières, on va dire, opérationnelles, puisque l'autoconsommation collective est un peu plus lourde à mettre en œuvre, et aussi d'éviter les barrières économiques, hein, puisque si on est en autoconsommation individuelle, on a notamment l'exonération de CSPE, qu'on ne trouve pas dans l'autoconsommation collective. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec l'intervention d'un tiers, ça reste assez rudimentaire, assez embryonnaire comme intervention, mais c'est aussi pour marquer un peu ce qu'il faut faire demain pour libérer cette intervention et parvenir finalement à l'intégration du tiers investissement à l'intérieur du schéma d'autoconsommation individuelle. Rapidement, je vous ai mis un diapo sur le tiers investissement dans l'autoconsommation collective. Ce n'est pas forcément le sujet, mais en fait, on voit ici que si on fait du tiers investissement aujourd'hui, si on veut faire du tiers investissement aujourd'hui, le cadre, le schéma, le seul schéma qui peut vraiment, dans lequel on peut vraiment s'exprimer quand on est tiers investisseur, c'est l'autoconsommation individuelle, parce qu'on peut distinguer la propriété de l'installation de l'autoconsommateur, et puis évidemment, il y a une vente des électrons produits du tiers investisseur ou du producteur au consommateur. Évidemment, les barrières que l'on peut voir, ça va être des barrières contractuelles, parce qu'on a un schéma qui est un peu plus lourd, hein, je vous les ai mis rapidement, les spécificités, création de la personnalité morale organisatrice de l'opération, les différents contrats et engagements qu'il peut y avoir entre le producteur et le consommateur, notamment sur la vente d'électricité, hein, tout simplement, et l'installation aussi. Et puis des engagements spécifiques auprès du gestionnaire du réseau, et notamment l'engagement de la personne de la PMO, de la personne morale organisatrice, avec le gestionnaire de réseau spécifique à l'organisation de l'autoconsommation collective. Je le présente rapidement parce que je crois qu'il y a des ateliers après qui en parleront un peu plus, mais c'est pour voir qu'aujourd'hui, si on fait un tiers investissement plein avec vente d'électricité, eh bien, le seul schéma qui est possible, c'est celui de l'autoconsommation collective. Alors, inconvénient derrière, mise en œuvre opérationnelle plus compliquée, et évidemment, on n'a pas cette exonération de CSPE qu'on a dans l'autoconsommation individuelle. Je termine juste ma présentation, après on pourra échanger un peu plus sur ces éléments. Sur le tiers investissement, la suite du plan Soleil, j'ai d'abord quels intérêts, j'en ai déjà parlé. Évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer le tiers investissement plein dans le schéma de l'autoconsommation individuelle, puisque ça permet d'avoir des facilités au niveau de l'organisation, c'est plus simple à mettre en œuvre que l'autoconsommation collective, et puis ça permet évidemment d'avoir des facilités économiques, et notamment l'exonération de CSPE. Ça, c'est les intérêts. Les formes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est tout simplement d'élargir le scope de définition du L315-1 du Code de l'énergie, de la définition de l'autoconsommation individuelle. On peut le faire par différentes formes, on peut même imaginer un régime d'exception pour l'intervention du tiers investissement avec une définition particulière. Ça, c'est la possibilité. Évidemment, dans ce schéma-là, on aura quand même une vente d'électricité entre le producteur tiers investisseur et l'autoconsommateur, tout en restant dans l'autoconsommation individuelle. L'objectif, c'est de conserver la vente d'électricité tout en bénéficiant du régime juridique de consommation individuelle. L'autre forme qui est discutée, elle est en raison des obstacles de la première qui sont un peu mis en avant aujourd'hui par les différentes directions du ministère de l'Environnement et du budget, c'est qu'on reste dans la consommation individuelle sur un principe d'unicité entre le producteur et le consommateur. Et puis il y a aussi ces difficultés que on peut nous opposer aussi des arguments qui proviennent de directives que dès qu'il y a une distribution d'électricité, il doit y avoir une taxe et qu'on peut avoir dans ces cas-là une CSPE qui doit s'appliquer. Il y a des éléments qui se discutent, hein, et notamment cette notion de distributeur, hein, où on peut toujours tout à fait avoir des exonérations, surtout quand on parle d'énergie renouvelable. Par rapport au premier, c'est peut-être un peu plus délicat, c'est ce problème d'unicité, mais voilà, on peut avoir une inventivité juridique qui permette de soulever les obstacles. On va voir un peu comment on va pouvoir négocier, puisque c'est vraiment en cours, hein, ces différentes formes. Mais cette première forme avec une autoconsommation individuelle qui intègre un tiers investissement total, donc avec vente d'électricité, c'est une des formes qui peut être demain la suite du plan Soleil, même si on est en phase de débat avec les pouvoirs publics pour sa mise en œuvre. La deuxième forme, rapidement,
rapidement sur la deuxième forme, et on échangera plus dessus. La deuxième forme qui est un peu proposée aujourd'hui par l'État comme une solution alternative, c'est un tiers investissement un peu sans vente d'électricité, mais qui serait basé en fait sur le fait que le consommateur, le tiers investisseur mettrait en place l'installation sur la toiture par exemple du consommateur, et le consommateur louerait l'installation. Donc il n'y aurait pas de vente d'électricité, il louerait l'installation, il aurait le bénéfice des neutrons qu'il consommera directement, mais il n'y aurait pas de cette vente d'électricité. Malgré tout, on peut discuter. Est-ce que c'est du tiers investissement? Est-ce que c'est pas plutôt une forme de tiers financement? On peut vraiment s'interroger là-dessus et mettre l'État face à ses engagements aussi. J'en termine rapidement là-dessus pour ouvrir une phase de débat avec vous, d'échange. On a été peut-être un peu vite sur certains points, mais il ne faut vraiment pas hésiter à nous interroger sur ce module-là. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques questions par rapport à ce qu'on... ou même des interventions qui peuvent enrichir le débat? Je ne sais pas si le micro marche. Bonjour, Antoine Varco. On est sur les notions de contrat, donc Mélodie en a un peu parlé sur les problématiques d'assurance. C'est quand même bon de rappeler que là, bon, vous vous préoccupez de la contractualisation des électrons, etc. Attention, on est sur un bâti. On a eu le cas finalement du tiers investisseur avec la vente totale et énormément de litiges après sur les problématiques bâties. Donc c'est quand même important de le garder à l'esprit dans l'aspect contractualisation du tiers investisseur. On a parlé essentiellement de contractualisation entre le producteur et le consommateur, mais il y a tout un tas de choses derrière, l'assureur, la maintenance, l'installation, la comptabilité, prendre son comptable pour le faire, l'accès au site. Quand il y a un tiers investisseur, comment est-ce qu'on fait quand l'usine a 3 jours de fermeture par an, il n'y a personne sur site et que l'installation tombe en panne? Et comment est-ce qu'on y accède? Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut régler liées à cette notion de tiers investisseur qui ne sont pas importants au départ, mais quand l'usine est fermée une semaine au mois d'août et que ça disjoncte en début de semaine et qu'on ne peut pas accéder au site, c'est problématique pour le producteur aussi. Enfin, voilà, donc plein d'autres questions derrière. Bonjour, Marjolaine Force, Nantes Métropole. Alors d'abord une petite question sur le tiers investissement, parce que c'est vrai qu'on est dans un événement autoconsommation, et le tiers, je voudrais juste un petit éclairage, c'est le tiers par rapport au consommateur de l'énergie ou par rapport au propriétaire de la toiture où est installée la centrale? Consommateur. En fait, il peut y avoir différentes formes, on peut être assez imaginatif par rapport à ça. Le tiers, c'est plutôt, on va voir que c'est le professionnel qui va investir. Ça peut être un tiers vis-à-vis du propriétaire, si le propriétaire est lui-même consommateur. La base, ça reste un tiers investisseur par rapport au consommateur dans l'opération, mais c'est vrai qu'après, le consommateur peut être propriétaire, ou alors il peut être seulement locataire de l'immeuble. Mais c'est vrai que s'il y avait vraiment un tiers dans l'opération, ce serait par rapport au consommateur. D'accord, merci. Alors peut-être un petit témoignage. Nous, aujourd'hui, dans notre métropole, on porte un projet de 490 kW en autoconso, lauréat d'un appel d'offres creux, avec tiers investissement. Je vous passe l'investissement citoyen, le fait qu'on ait un délégataire qui soit sous notre bâtiment. Certains connaissent ce projet, je pense ici. Énormément de difficultés. Je rejoins l'intervention précédente sur les assurances. Et alors là, je vais faire un témoignage vraiment purement collectivité, mais quand on lance des projets tous les 6 mois ou tous les ans, qu'un projet met finalement 4 ans à sortir, avec à peu près 10 évolutions réglementaires en cours de projet, c'est très compliqué d'arriver à convaincre nos élus de continuer à lancer les projets. Et donc nous, on est très impatients de voir la suite sur justement le tiers investissement dans le plan soleil. C'est notre gros levier pour développer le solaire. Et voilà, c'était juste là la petite partie témoignage, mais il faut rester quand même très motivé pour continuer dans ce contexte-là. Merci, on aura peut-être d'ailleurs besoin d'élus locaux nantais pour convaincre notre ministre. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on est dans 2017, c'est la loi sur l'autoconsommation. On est aujourd'hui dans une volonté d'améliorer les choses, d'accélérer par rapport à ces éléments-là, avec, on voit sur le terrain un peu les limites juridiques et techniques qui peuvent apparaître.
c'est vrai qu'on a besoin, on est vraiment dans l'attente d'une clarification par rapport à ça, et qui permettrait de développer et de stabiliser aussi le mécanisme. Très important. Christian Baudon, Optarel, groupe Valorem. Si toute la production est autoconsommée sur le site, qu'il y ait un tiers investisseur ou qu'il n'y en ait pas, il y a des normes quand même qui gèrent ça, qui sont des normes internationales qui font qu'on ne peut jamais rien réinjecter. Donc on est vraiment dans du droit totalement privé. Je ne vois pas trop après quel débordement on peut avoir et quelle interaction on peut avoir avec le gestionnaire de réseau, puisqu'il y a des normes qui sont spécifiques pour éviter de réinjecter le moindre kilowattheure. Oui, sauf que les textes liés aux taxes ne sont pas liés à la livraison d'électricité, mais à la consommation d'électricité. Le CSPE, il est collecté sur l'électricité consommée, pas sur l'électricité livrée à un consommateur. On est sur le code des douanes, donc. Donc on est côté privé, c'est compliqué. Et voilà, mais c'est toute la limite du raisonnement. C'est vrai que ça passe pas par le réseau. Il y a une consommation totale, mais malgré tout, il y a ce schéma juridique qui fait qu'aujourd'hui, oui, la CSPE va s'appliquer et qu'on peut avoir des obstacles, même juridiques, dans la forme de l'autoconsommation, individuelle en tout cas, puisque le tiers investisseur, voilà, c'est une personne en plus, et la manière dont il va intervenir, on peut peut-être basculer sur l'autoconsommation collective, et dans ces cas-là, perdre les avantages de l'autoconsommation individuelle. En tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui, mais c'est aussi l'élan du plan Soleil qui peut répondre à ces questions-là, ces enjeux-là. Bonjour, Martin Jouette, Société Volvé. J'ai une question sur la définition du producteur. Est-ce qu'on a une bonne vision actuellement de ce qu'est un producteur, notamment dans l'article 1 qui définit l'autoconsommation individuelle? Alors, par rapport à cette définition de producteur, je crois que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le droit français, il fait un peu une connexion entre le propriétaire de l'installation et le producteur. C'est sûr, on peut travailler là-dessus, en fait. C'est un peu tout l'objet aussi. On peut avoir une certaine liberté en disant que le producteur pourrait être non pas seulement le propriétaire de l'installation photovoltaïque, mais peut-être celui qui en tire les neutrons et qui en tire l'électricité produite. Et ça permettrait peut-être d'avoir des mécanismes qui permettent pour un consommateur d'être producteur, mais peut-être sans être propriétaire de l'installation. Mais on est aujourd'hui, en principe, la ligne directrice qu'il faut garder, c'est que la propriété et la production sont intimement liées par rapport à l'installation. Mais peut-être que ça peut évoluer et qu'on peut faire évoluer ça pour un peu libérer aussi cette disposition. Oui, Michel Lamotte. Je rebondis sur les mots parce que ça m'amène à des analogies. Par exemple, ce que tu viens de dire sur le producteur et le propriétaire, moi je fais une analogie avec les terres agricoles qui peuvent appartenir à quelqu'un, mais qui sont louées à quelqu'un d'autre. Et donc la production agricole, les salades qui poussent appartiennent à celui qui loue et non pas au propriétaire de la terre. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas interprété de cette façon-là. Alors, c'est juste que quand on regarde le texte qui définit l'autoconsommation individuelle, on a en fait ce lien qui est fait entre l'installation et la production. Et en tout cas, c'est aussi ce que l'État nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire, par contre, ils sont prêts à libérer cette qui est finalement un tout petit obstacle et qui est facilement levable, mais c'est vrai que le modèle est le même, le modèle agricole, et ça peut s'imaginer. Alors après, on peut se demander aussi si lever cet obstacle va peut-être nuire à le tiers investissement qui reste, en tout cas en totalité, basé sur la vente, puisque si le consommateur devient, on va dire, le producteur, il n'y a pas de vente dans les neutrons. Oui, mais dans le loyer, c'est... Juste, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas juste le DGEC, enfin la loi qu'il faut bouger, c'est aussi la pratique d'Enedis. Aujourd'hui, Enedis exige que la demande de raccordement d'une installation de production, le titulaire du contrat de soutirage doit être le titulaire du contrat d'injection. Donc on ne peut pas avoir une différence d'entité juridique, sauf le cas à part de raccordement indirect,
Voilà, donc c'est aussi un autre frein. Ils nous disent, oui, si l'État lève ce frein, nous, on suivra derrière, mais ils ont fait plancher leurs juristes pendant 8 mois pour dire que finalement, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est un peu plus complexe. Oui, bonjour, je suis Franck Lenhomme, installateur photovoltaïque à Tours. J'ai une question qui me vient à l'esprit par rapport aux différentes explications que vous avez données entre l'autoconsommateur et l'autoproducteur. Donc je vais prendre un cas concret chez des clients que j'ai installés. Ils sont donc autoproducteurs dans une maison qui leur appartient. Ils ont donc signé une convention avec OA Solaire pour avoir une rétribution à 10 centimes. Dans le cas d'une vente, on sait que le contrat est cessible de l'habitation. Dans le cas où cette maison, ils la mettent en location, parce que dans la vie, ils doivent quitter la maison, ils mettent cette maison en location. Donc le locataire va donc jouir de l'installation, mais qu'en est-il du revenu? À qui est-il attribué ce revenu? C'est précisément pour ce sujet qu'on a fait plancher Enedis pendant 8 mois sur la séparation des entités juridiques en production et consommation dans le cas de vente en surplus. Une réponse en 2 parties. Enedis, ils l'acceptent parce qu'au moment du raccordement de l'installation en production, il y avait une unicité. Ils acceptent qu'après, on peut, si on le souhaite, pour les BT-36, changer le titulaire du contrat de consommation du titulaire du contrat de production. Donc, par exemple, le propriétaire, il pourrait rester propriétaire de l'installation de production et continuer de jouir des bénéfices de la vente des surplus, par exemple. Enedis l'accepte. C'est actuel aujourd'hui. Il y a eu quelques cas tests par des bailleurs sociaux. Après, juridiquement, c'est pas très bien encadré. Voilà. Et sur le parti juridique, aujourd'hui, normalement, c'est non. Voilà, c'est ça. Après, on est toujours, on est dans un schéma qui se construit aussi avec les expériences et le temps. Et puis Enedis va avoir des réactions ou des doctrines qui peuvent évoluer. Et c'est vrai que par rapport à ça, normalement, d'un point de vue strictement juridique, ça pourrait poser des soucis. Bien sûr. Oui, la solution la plus pratique, c'est de considérer l'installation de photovoltaïque comme une chaudière. Hein. On cède la jouissance dans sa totalité à l'occupant. Eh bien oui, mais le contrat d'achat, il est cessible. On se dit, je le cède chaque fois au prochain locataire. Excusez-moi, juste Nicolas, BCM Énergie, une petite question. Comment Enedis justifie le fait qu'elle accepte, après raccordement, qu'il y ait une séparation entre le contrat d'injection et le contrat de soutirage, mais qu'au moment du raccordement, il ne peut pas y avoir de séparation? Alors, Richard va me corriger si je me trompe, parce qu'il était là aussi. Ils ne se sont pas justifiés, ils ont dit on peut faire. On vit dans l'inertie d'un vieux monde où ce n'était pas prévu. Moi, j'entends c'est difficile de répondre à son client. En toute logique, il peut rester propriétaire de l'installation, toucher les revenus et voir avec Enedis pour modifier les 2 contrats. Mais pour aller jusqu'au bout du devoir de conseil, il risquerait, entre guillemets, son bénéficiaire, risquerait, le locataire, de devoir payer la CSPE dans le schéma actuel, parce que lui, il consommerait des électrons, mais qu'on se rassure, Bercy n'a pas encore de drone pour aller vérifier les petites installations. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose, c'est plus aujourd'hui sur des grosses installations, on a le droit de se les poser sur les petites, et on va essayer de faire évoluer, c'est l'action syndicale, le droit et la réglementation pour que ça soit clair et qu'on arrête de se faire des nœuds au cerveau, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Donc à partir du moment où le droit aura évolué, Enedis évoluera aussi dans ses pratiques, et puis il va voir la réalité venir. C'est que ces cas-là, ils vont se poser de plus en plus, et dans les délégations régionales, il va falloir trouver des solutions pour les consommateurs et consommateurs. Donc voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a épuisé toutes les questions, mais on est arrivé à la fin du temps imparti. Donc voilà, on pourra continuer d'échanger. On va revenir un peu ce matin encore sur ces sujets d'autoconsommation collective. Là, on va s'intéresser... Merci à vous.